Vous installez, on va débuter le apéro. Apéro, pas l'apéro. Le apéro, l'apéro après. Ou pendant. C'est bon? Ouais. Alors bonsoir à tous. Alors on est ravis de vous retrouver en vrai cette fois-ci, parce que pendant 2 ans on a été un peu privés de ces rendez-vous qu'on organisait tous les 2 mois à peu près ici au Canotier. On avait organisé 2 apéros donc en distanciel avec Nicolas. Mais voilà, c'est pas la même chose en distanciel et on est toujours très content de vous retrouver, de pouvoir partager donc les différentes expériences qu'on va vous présenter ce soir. Voilà, donc c'est le apéro de la rentrée, donc merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir répondu à l'appel. Vous allez découvrir ce soir 6 pitchers donc qui vont vous présenter leur projet. Je voudrais remercier d'abord la marque Auvergne avec Jessica qui de Clermont nous soutient pendant la préparation et encore ce soir elle doit être derrière son ordinateur, je pense. Merci à Lola et à Corentin qui sont venus exprès de Clermont-Ferrand qui en fait font le live Facebook. Puisqu'on n'a pas pu faire le Zoom, en fait, la réunion Zoom, pour ceux qui n'avaient pas leur passe sanitaire, on a préféré faire un live Facebook. Donc merci à Lola et à Corentin d'être là ce soir, et ils sont venus exprès de Clermont-Ferrand, donc voilà. Et puis je vais laisser peut-être la parole à François Xavier, qui va vous présenter la marque Auvergne, apéro, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois qu'il y a de nouvelles têtes qu'on ne connaît pas forcément, donc... voilà, ce sera l'occasion un petit peu de présenter ce qu'est la marque Auvergne et ce que sont les apéros. Voilà. Donc François Xavier, je te laisse la parole. Alors en quelques mots, bonsoir à tous. Beaucoup de visages amis et connus, et d'autres qu'on connaît moins. La marque Auvergne, c'est une association de chefs d'entreprise qui est pilotée par 3 personnes. Jessica, et merci de l'avoir citée parce qu'elle fait un travail discret de l'ombre et très efficace. Très efficace. Cécile Cubizol et moi j'interviens à 0,2, c'est-à-dire qu'on est 2,2 équivalent temps plein et moi je suis 0,2. La marque Auvergne, c'est la volonté du président de la région, Laurent Wauquiez, de faire en sorte que ne disparaisse pas l'Auvergne au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça le moteur de notre association. Il existait une dynamique qui s'appelait Auvergne Nouveau Monde qui avait un petit peu généré les apéros et donc la marque Auvergne a succédé à Auvergne Nouveau Monde dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. On a 3 objectifs. 1, travailler la fierté et le sentiment d'appartenance à l'Auvergne. On l'a fait avec un marketing très simple qui reprend les codes de marketing de Cantal Auvergne qu'on a mis en place dans le département du Cantal. La deuxième chose, c'est de travailler avec et pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle on va relancer une dynamique hyper puissante en digital sur la problématique numéro 1 de toutes les entreprises d'Auvergne, c'est le recrutement. Donc on lance une dynamique qui s'appelle l'Auvergne Recrute. Au moment où j'ai dit ça, j'ai vu une personne lever les yeux au ciel. Effectivement, sur les restaurations notamment, et sur tous les corps de métier, on a des problématiques de recrutement. Donc de manière claire, on va lancer une dynamique d'attractivité sur l'Auvergne Recrute. On va acheter de l'espace média pour dire l'Auvergne Recrute, en renvoyant vers des sites notamment de la CCI du Cantal. Et la 3e action, c'est travailler en réseau, en animant un certain nombre de choses, du réseau de l'Auvergne Press Club, c'est de faire travailler des journalistes parisiens pour faire en sorte qu'ils viennent un peu plus souvent dans le Cantal, pour être clair, et en Auvergne que dans l'Aveyron ou ailleurs. Voilà, donc la mission de la marque Auvergne, c'est une mission associative, tout le prisme politique est représenté. La région, l'agglo de Clermont-Ferrand, les 4 départements, toutes les agglos d'Auvergne, qui à l'unisson mettent budget et dynamique en commun pour travailler l'Auvergne. Les apéros, c'est l'axe 3 de notre dynamique, c'est travailler en réseau. Et c'est l'occasion pour saluer mes 2 acolytes qui font un travail de l'ombre et discret. Vraiment les gars, je vous remercie parce que ça marche plutôt très bien dans le Cantal. On a fait des chouettes choses pendant la période Covid. J'ai souvenir d'un apéro digital qu'on avait fait. Il y avait beaucoup d'étudiants de l'IUT avec Vincent Aldon qui avait joué un rôle important. On n'a pas perdu le fil et aujourd'hui on est très content de se retrouver pour ce apéro qui est pour moi le Snapchat de la Réunion. Voilà. Merci et bonne soirée à tous.
Merci. Alors, juste avant de commencer, je voudrais remercier aussi nos partenaires parce que c'est important. Parce qu'en fait, avant que cette soirée se passe, on a des réunions un petit peu avant pour trouver des porteurs de projets. Donc, bien sûr, il y a les chambres consulaires qui sont présents avec nous, qui nous envoient des porteurs de projets. On a les incubateurs d'Aurillac avec Emma qui est là de Landestini. Et j'ai vu Fabien et Clémence, à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure. Voilà, ils sont là, de Catapulte. Voilà, on a bien sûr le conseil départemental avec le service accueil d'actifs. Et voilà, donc on a aussi Cantal Destination qui est un de nos partenaires et quelques collectivités locales voilà, avec qui on travaille pour trouver les porteurs de projets qui vont se présenter à vous ce soir. Donc ce soir, il y en aura 6. Et il y aura, après les 6 pitchers, je vais inviter quelqu'un qui va vous faire un retour un petit peu de ce qu'il a vécu après son pitch en 2017, puisque ça date déjà, et comment son entreprise a évolué et comment il a vécu aussi ces apéros et les suites qui ont été données après ce apéro. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va essayer de ne pas trop traîner. Pour les pitchers, normalement vous avez eu la consigne 3 minutes, 4 minutes. On va essayer de respecter parce que le plus important c'est l'échange après, autour d'un verre, de façon très conviviale. Donc vous allez présenter votre projet. Ce soir on va vous chronométrer. Donc on n'a pas l'habitude de le faire, mais là ce soir on va vous chronométrer. Donc on vous fera signe quand il va falloir arrêter. Après, vous n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il y aura un moment où vous pourrez poser vos questions aux porteurs de projet. Et puis, on enchaînera sur le suivant, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va appeler ce soir notre premier pitcher. Donc, Dalida. Alors, où est-ce qu'elle est, Dalida? Voilà. Donc, qui va nous parler de son projet, de son entreprise, La Voie Digitale. Donc, Dalida, 3-4 minutes maximum. 5-6. Bon, allez, 5-6. Voilà. 3-4, c'est bien, et après, il y aura les questions derrière qui vont être posées. Voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Vous êtes enregistré, vous allez être même au niveau du son. Voilà, donc on va tout brancher comme moi. Je suis branché. Allez. Je me permets, ça ne dérange pas. Puis ça, dans la poche, comme ça. Dalida, c'est à toi. C'est à moi. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon entreprise qui s'appelle La Voie du Digital. Donc, c'est une entreprise qui fait de la réalisation de sites internet. Donc, je ne fais que du site internet, hein, je ne m'occupe absolument pas des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, ça vous verrez avec WeMars tout à l'heure. Voilà, donc moi je ne fais que du site internet, de la réalisation de site internet. Alors, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, je me prénomme Dalida, comme la chanteuse. Hein. Et pendant 20 ans, j'ai été développeur en informatique. J'ai été prestataire de services dans des entreprises. Et j'ai commencé dans une toute petite structure où, en fait, je travaillais en solo. Je travaillais directement avec les clients. Je faisais tout, du devis, le développement, la recette, la formation, tout. Et cette petite entreprise, eh bien, en fait, elle a été rachetée, ensuite elle a eu une OPA, une EPE, bref, c'est devenu une multinationale. Et je me suis retrouvée à travailler dans des projets où on était 10, 12 développeurs. Et là, j'avais plus aucun contact avec les clients, j'avais plus aucun suivi du projet, et en fait, ça ne me correspondait absolument plus. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir aider les gens à aller vers le numérique. Et donc, pour les aider, il faut être en contact avec eux. Et donc, des projets à 10 personnes, ça ne m'intéresse pas. Donc, ensuite, je me suis essayée un peu à l'enseignement. Hein. J'ai fait 6 ans d'enseignement au lycée agricole. Ça ne m'a pas convenu non plus. Et donc, j'ai décidé d'essayer de trouver la façon dont je pouvais exercer ce que j'aime faire, c'est-à-dire travailler directement avec les clients et pouvoir les aider. Et donc j'ai créé en novembre 2020 mon entreprise qui s'appelle donc La Voie du Digital.
Alors la voie du digital, alors le digital parce qu'aujourd'hui c'est surtout des smartphones qu'on utilise pour être sur internet, c'est plus trop des ordinateurs. Et la voix, bon alors déjà il y avait un peu le jeu de mots entre Dalida, la chanteuse, la voix avec un X, et puis moi, la voix avec un E. Et c'est surtout l'idée d'accompagnement. En fait, l'idée c'est vraiment d'accompagner les gens vers le digital, vers la réalisation de leur site internet. Alors comment ça se passe concrètement ? Eh bien, la première phase, c'est la rencontre avec le client, et c'est une rencontre en physique, en face à face, pour découvrir qui il est, quels sont ses besoins exacts, quels sont aussi ses moyens, ses connaissances actuelles, jusqu'où il veut s'investir dans son site internet, est-ce qu'il veut avoir la main dessus ou pas. Réaliser un site internet, ça ne suffit pas, après il faut le faire vivre. Donc la première étape, c'est ça. Et ensuite, il y a la seconde étape qui est une étape de formation. En fait, je forme mes clients sur l'outil. Donc l'outil que j'utilise, qui s'appelle WordPress. Alors je ne les forme pas sur WordPress en théorie, je les forme sur leur site internet sous WordPress pour qu'ils sachent à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, quels sont les outils qui sont dessus pour les aider, pour modifier leur site et les faire vivre. Et il y a aussi une autre formation qui est une formation qu'on appelle SEO. Donc SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization. Donc la traduction, en fait, c'est référencement naturel, on dit en français, qui leur donne des billes pour savoir comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être visible sur Google. Avoir un site internet qu'on ne retrouve pas sur les moteurs de recherche, ça n'a à peu près aucun intérêt. Et pour ça, il faut connaître comment créer ces articles, comment les rédiger, comment faire en sorte que Google les référence correctement. Voilà, donc j'espère que j'ai tenu les temps. J'espère aussi que ça a été assez explicite sur ce que je viens de vous expliquer. Si vous avez des questions, maintenant, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Hein. Pas plus. C'était parfait. C'est très clair. Moi, j'ai une question. Comment tu trouves tes clients, Dalida ? Alors, comment je trouve mes clients ? Alors, je fais du réseautage. Donc, je suis déjà venue au apéro plusieurs fois. Je me suis inscrite à l'association Cantel. Je suis allée chez Landestini, chez Catapulte. Voilà. Là, maintenant, je vais faire du démarchage. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, je n'ai pas de plaquette, j'ai juste une carte de visite. Et donc, je vais créer une plaquette que je vais distribuer au niveau des communes, des choses comme ça. Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que je fais concrètement et qu'est-ce que je propose. Après, j'ai évidemment un site internet, mais c'est comme il faut qu'il soit visible, et pour qu'il soit visible, il faut qu'il y ait des liens avec d'autres sites. Donc là, actuellement, il n'y en a pas. Parce que je démarre. J'ai démarré en novembre 2020. Oui. Du coup, c'est une cible exclusivement locale. Alors oui, alors local. C'est-à-dire que c'est surtout le premier rendez-vous que je veux en physique. Après, local, je peux me déplacer. Hein. Je suis originaire de Paris, j'ai vécu à Toulouse. Je peux aller sur Clermont, mais je n'irai pas en Bretagne, par exemple. Voilà, je n'irai pas chercher un client en Bretagne. Mais l'idée, oui, c'est plus c'est local, mieux c'est. D'autres questions? Non? Non? Très bien. Ben, écoutez, c'est parfait. Merci Dalida. Merci à vous. Merci à vous. Donc, il y aura l'occasion d'échanger avec Dalida après, bien entendu, donc pour pouvoir discuter avec elle de son entreprise. Et s'il y a des personnes qui peuvent, donc comme elle l'a si bien dit, eh ben, elle cherche ses clients par le réseau, et donc les apéros, c'est fait pour ça. Donc voilà, donc vous connaissez une nouvelle entreprise qui fait de la communication digitale sur le Cantal, et ben voilà, c'est une occasion de la rencontrer. On va passer ensuite avec Bruno. Voilà, Bruno, alors qui va nous présenter un projet très original. Alors je suis très impatient de l'entendre. Voilà, on va le brancher. Merci. Merci Bruno d'être là. Et Bruno va nous parler de l'ancienne succursale de la Banque de France à Aurillac. Et en fait, il a acquis ce bâtiment et il va nous expliquer en fait pourquoi il a acquis ce bâtiment et qu'est-ce qu'il souhaiterait en faire. Bonne question. Hein. Bonne question. Allez, Bruno, je te laisse. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme Dalida, moi aussi, j'ai commencé dans l'informatique. Je suis un ancien directeur informatique d'Agenzia La Mondiale.
Je suis revenu dans le Cantal il y a 4 ans. On a acheté le bâtiment donc, de la Banque de France il y a quelques mois de ça. On a fait une petite vidéo comme ça, c'est un peu plus simple que de vous parler du bâtiment comme ça. Le bâtiment il fait 2200 mètres carrés habitable, il y a 1000 mètres carrés de jardin à l'extérieur. Les salles des coffres, il y a quelques privilégiés qui ont eu droit à une petite visite il n'y a pas longtemps parce que c'était quand même exclusivement réservé aux employés de la Banque de France. Le bien, que vous en dire, il est quand même dans un état, on va dire, plus que respectable. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier la Banque de France parce que la vente s'est super bien passée du début à la fin. Voilà, on a eu un appel d'offres où on était 10 candidats et pour tout vous dire, depuis novembre 2019, on était sur ce bien-là pour pouvoir l'acquérir. Donc voilà, ça prend quand même du temps, quand on dit un projet, voilà, ça prend du temps. Donc maintenant là, c'est bien. Il va falloir trouver une destination à ce beau bâtiment. Donc à aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va s'y passer dedans. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est respecter l'âme du bâtiment. Voilà. De toute façon, c'est un bâtiment qui est classé. Il est en plein cœur de ville d'Aurillac. Il est relativement beau. Et on aimerait en fait créer une activité. Voilà, on se dit en plein milieu d'Aurillac, entre la gare et le square. Pour nous, ça va permettre de redynamiser un petit peu l'avenue de la République et Aurillac. Voilà. Donc, nous, le moteur, le porteur de projet, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de projet en tant que tel. En fait, on a un bâtiment à proposer. On cherche vraiment des porteurs de projet, un ou plusieurs porteurs de projet. C'est tellement grand, Fabien pourra en parler, peut y avoir beaucoup de choses dans ce genre de bâtiment. Pour vous donner d'autres exemples, sur d'autres succursales, on a eu les laboratoires Sotis qui ont fait l'institut de formation au niveau national. Voilà, si on peut ramener quelque chose comme ça sur Aurillac, ça peut être sympa. On a eu des restaurants étoilés, après il y a eu de l'habitat traditionnel, des musées. Voilà, il y a eu vraiment, c'est vraiment varié. Celle-ci, quand même, sur Aurillac, elle est un peu plus grande que d'autres banques de France. Donc voilà, peut vraiment y avoir plusieurs types de projets. Voilà. Que ce soit dans le luxe ou dans des projets un peu plus standards. Voilà. Donc l'objectif vraiment, si on peut attirer vraiment des porteurs de projets, on va dire d'Aurillac, tant mieux, du Cantal encore mieux. Mais si ça vient d'extérieur, on créera et on va générer de l'emploi sur Aurillac. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il ne reste plus rien, je suis désolé, on a regardé tous les coffres, on a pas dans la question. Fabien a bien essayé de me mettre un peu d'hydromel dedans, mais voilà, c'est ça. La salle des coffres. Il y a déjà des contacts de projet Oui, on a pris quelques contacts pour être tout à fait transparent avec des restaurants étoilés, voilà, dont un peu sérieux, mais bon, il n'y a encore rien de fait. Et après, voilà, je vais quand même relativement souvent sur Paris et sur d'autres endroits. On en parle, pour l'instant on en parle, mais vraiment de sérieux. Voilà, on va avoir un locataire temporaire jusqu'au mois de juillet qui va nous prendre tout le bas. On a déjà des demandes pour des bureaux sur la partie appartement du directeur, parce qu'au niveau de la Banque de France, il y avait des grades, on va dire ça comme ça. Le directeur avait un petit appartement en plein centre-ville de 300 mètres carrés avec 250 mètres carrés de terrasse. Voilà, le caissier, qui est le numéro 2 de la Banque de France, avait le même type d'appartement sans la terrasse. Mais bon, 250 mètres carrés quand même avec 5 chambres. Voilà. C'est grand. Donc louer de tels appartements à l'habitation, c'est pas possible. Enfin, voilà, sur Aurillac, on n'a pas la population pour ça. Par contre, voilà, les transformer en quelque chose. Voilà. Donc ouais, on prend des contacts un petit peu partout. Et voilà, alors il y a de la restauration, on a une galerie d'art de Nice, voilà, qui nous a appelé aussi. Enfin, voilà, on a plein de... Voilà, c'est des touches. Aujourd'hui, il n'y a encore rien de fait. Ça, on se laisse quand même quelques mois parce qu'un projet comme ça, peu importe qui viendra dedans, ça va prendre du temps. Pas se leurrer, ça va prendre du temps. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de la promotion du bâtiment, quoi. Voilà. Et vous l'envisagez sur du pérenne ou sur de l'éphémère, de l'événement? Tout peut être jouable, vous voyez, aujourd'hui. Enfin, dans les demandes qu'on a, voilà, on nous demande par exemple pour des salles de mariage, des anniversaires, des communions, c'est peut-être un peu moins fréquent, mais il y en a encore, des baptêmes, des départs, voilà, tout le bas avec le parc derrière. On a pas mal de demandes, on a des traiteurs du Lot qui sont déjà venus nous solliciter. Alors pour l'instant, on calme un petit peu parce qu'on veut vraiment voir s'il y a vraiment de la demande avant de te proposer ce type de bien, mais ouais, ça peut être une idée, ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi, Moi, y générer voir de l'emploi. Honnêtement, que ça génère de l'emploi, que ce soit un lieu de vie, pas faire de l'appartement pour de l'appartement. Voilà, au bout d'un moment, on est comme beaucoup. Moi, il y a les banquiers derrière, donc on a beau avoir
enfin, moi que ça soit mon métier de négocier des prêts, au bout d'un moment, il faut les rembourser. Donc voilà, si voilà, l'ultime, il y aura peut-être des appartements, mais voilà, si avant ça on peut générer de l'emploi, générer un lieu de vie en plein milieu de l'avenue de la République, voilà, on a des autorisations, voilà, on a pris des contacts déjà avec le département, la mairie, la CCI, mais, la région aussi, hein, voilà, on a déjà des choses qui sont plus ou moins préétablies, mais voilà, créer un lieu de vie, voilà, nous ce qu'on aimerait c'est ça. Est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Est-ce qu'il y en a qui sont possibles? Ouais, tout est possible, on va dire, à l'intérieur du bâtiment. Voilà, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'ascenseur. Ça fait partie des choses. D'ores et déjà, on sait très bien qu'il faudra mettre 1 voire 2 ascenseurs en fonction de ce qu'on va faire. L'extérieur, il est vraiment classé, le bâtiment. Donc, même avant de l'acheter, on était déjà en contact avec les bâtiments de France. Déjà, pour leur expliquer, voir ce qu'on pouvait faire ou pas, quoi. Ils ont l'air assez aidants, honnêtement. Ils ont l'air assez aidants. Et je pense que s'il y a un beau projet derrière, ça suivra. Donc, même l'extérieur, il peut y avoir des possibilités. Mais l'intérieur, après, voilà, c'est un intérieur de bâtiment, on est propriétaire, on fait ce qu'on veut. Ouais, voilà. Mais il est relativement en bon état, sincèrement, il est en bon état. À part, voilà, là, c'est les coms, les chambres de bonne, que vous appelez, où là, tout est à refaire. Voilà, non, non, c'est pas le directeur. Et c'est fractionnable? C'est envisageable d'avoir plusieurs structures à... Oui, à Mende, par exemple, ils en ont fait une maison de santé, voilà, où il y a un médecin qui est venu. Voilà, c'était le premier qui est venu, le médecin. 3 mois après, que des professions médicales qui sont arrivées. D'ailleurs, on a pris contact avec l'architecte un petit peu pour savoir, bon, nous on aime bien faire travailler les gens localement, donc même qu'elle soit demande. Mais elle a été sympa, elle nous a déjà envoyé les plans de comment ils avaient un petit peu découpé le bâtiment pour voir, parce qu'un tel bâtiment, ce qui est dur, c'est un peu de se projeter. Et, mais ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est sur Mende. Voilà. Parfait. Voilà. D'autres questions? Non? Après, vous aurez l'occasion d'échanger avec Bruno. Merci à vous. Voilà. Pardon. Alors, le prochain pitcher, voilà, c'est Emeline qui est là, donc qui va nous présenter son projet qui s'appelle Petit Grillou et qui est en fait un projet de vêtements bébés 100% recyclés. Et elle va nous expliquer, elle est en phase de développement, voilà, et je crois que même, elle a je ne veux pas tout dévoiler, mais elle va vous l'expliquer, mais elle a une campagne participative qui est en cours sur Ulule, et donc elle va vous expliquer en fait son projet et ce qu'elle attend en fait du apéro et des besoins qu'elle pourrait avoir dans son projet de... donc, effectivement, des vêtements 100% recyclés pour bébés. Alors, on va juste télécharger la petite présentation, si ça fonctionne. Est-ce que tu peux repréciser au pitcher de reprendre la question quand on a? Parce que sinon, pour ceux qui regardent le live, ils vont pas entendre la question. Il n'y a pas de pictogramme de ma clé, sinon? Tu lui as dit? Non, j'ai des personnes. Comme ça. Oui. Quand il y a quelqu'un dans le public qui te pose une question, tu reprends la question pour qu'il puisse s'entendre sur le live Facebook. Okay. Ah, c'est les aléas de la technique. Il faut que ça me tombe sur moi. Ça va venir. Normalement, elle clignote quand elle fonctionne, alors ça clignote. Voilà, là ça devrait marcher. Ah, c'est bon, elle est là. Ah, sinon, il faut aller dans les documents. Aller dans un document. Non, là. Là, normalement. Voilà. Et après, il faut choisir. Il faut aller dans pharmacie, data. Non, il faut aller sur ce dossier-là. Documents. Emeline. Et après, on a ça. Et après, il faudrait le mettre en présentation, parce que c'est un PDF. Mais est-ce que pour... Si, normalement, il y a une formation ouais, c'est bon. qu'on peut faire dans affichage. Attends, je pense qu'il faut lui laisser le temps de... Ah ouais. Pas aller trop vite, hein. Voilà, Dans c'est bon. affichage. C'est bon.
Mode lecture, ouais. Ouais. Voilà, Merci. super. Voilà, Emeline, c'est à toi. Donc, pour présenter ton projet Petit Grillou. Du coup, je vais vous présenter Petit Grillou, la première marque de vêtements bébés 100% recyclée. Parce qu'initier une démarche respectueuse de la planète dès la naissance, eh ben, c'est possible. On peut faire suivant. Si ça marche. Avec la flèche, sinon. Voilà. La story, comment c'est venu? C'est l'histoire d'une mère. Moi, je suis devenue maman l'année dernière. Et puis, juste après, j'ai enchaîné avec le confinement. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai eu des réflexions sur ma vie professionnelle et j'ai eu envie de faire un petit peu autre chose. Et puis, moi, j'aime bien les vêtements. Et il y avait ma fille en même temps. Du coup, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas des vêtements bébés éco-responsables? Mais il y en existe déjà plein. Mais je voulais quand même trouver une alternative au coton bio, par exemple, qu'on peut déjà trouver assez facilement. Donc j'ai fait beaucoup de mois de recherche, beaucoup de mois de prise de contact et puis j'ai arrêté mon idée sur le tissu recyclé parce que je me suis aperçue que ça n'existait pas encore. Voilà. Suivant. Donc les valeurs du projet, c'est français, c'est recyclé, c'est solidaire et c'est Ecotex. Suivant. Donc c'est 100% made in France, tout est conçu, tissé, confectionné, brodé, étiqueté, emballé en France. Pourquoi? Parce que ça permet de limiter l'empreinte carbone, ça soutient et ça préserve aussi des emplois sur notre territoire. Et puis on travaille avec des entreprises françaises qui sont de qualité et qui sont garantes de savoir-faire et de leur transmission, donc c'est aussi important. On est éthique, on fait confectionner dans un atelier chantier d'insertion local, donc à Morse, pour ceux qui connaissent l'atelier Mosaïque. Et ça permet du coup de faire travailler des femmes éloignées d'emploi et de les faire travailler un projet professionnel pour un retour à l'emploi serein. Voilà. Suivant. Donc c'est 100% recyclé parce que c'est une nouvelle alternative éco-responsable. Pourquoi? Parce qu'une fibre recyclée, ça ne demande pas d'eau dans sa fabrication. Donc on utilise des fibres textiles qui sont déchiquetées, broyées et refilées et des bouteilles en plastique qui sont recyclées. C'est pourquoi du coup les vêtements ils sont composés de coton recyclé et de polyester recyclé. On en profite pour faire du zéro déchet. On utilise les chutes pour faire des accessoires comme des chouchous. Et j'ai réussi à trouver un élastique en polyester recyclé aussi qui est fait dans une entreprise du Puy-de-Dôme. Donc ça reste local et comme ça rien ne se perd. C'est pensé pour bébés parce que nos bébés, c'est nos chouchous, c'est ce qu'on a de plus précieux, donc on doit respecter leur peau fragile. C'est pour ça que j'ai choisi des tissus qui sont certifiés Ecotex, donc ça veut dire que ça ne contient pas de produits chimiques et nocifs pour la peau et pour la planète. Ils sont esthétiques et pratiques, ils sont conçus avec des designs qui correspondent aux basiques de l'armoire de bébé. Ils sont mixtes, ce qui permet de leur faire passer dans une fratrie par exemple, et ça prolonge ainsi leur durée de vie. Voilà. Les labels des fournisseurs et des sous-traitants qui sont gages de qualité de tout ce que je viens de vous dire. Donc il y a le label EPV Entreprise du patrimoine vivant qui distingue les entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriel d'excellence. Je ne vais peut-être pas tout vous lire à chaque fois, mais il y a le Global Recycled Standard, GRS, ESS, ça c'est pour la structure d'insertion, et Ecotex, donc, ce qui certifie qu'il n'y a eu aucune substance chimique nocive pour la santé. Donc j'ai une campagne de financement participatif en cours sur Ulule. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que ça fonctionne avec un système de précommande. Donc je commanderai les matières premières en fonction des commandes que j'ai eues. Ça permet de ne pas avoir une surconsommation et ça évite le gaspillage aussi des matières premières. Ça fait participer les contributeurs et les soutiens au projet, c'est important. Et puis ça me démontre que Petit Grillou va bien ou pas dans le bon sens avec ce projet. Voilà. C'est fini. Ce qui s'appelle. Donc, si vous avez des questions à poser à Emeline, n'hésitez pas sur son projet. Oui. Oui, moi je suis allé voir sur Ulule. En fait, Vincent Delporte, Business Center, oui. nous a fait passer oui. le lien. Bon, oui. Vous avez vu il y a quelques temps. On s'était eu au téléphone, ouais. Moi, j'ai pas compris sur Ulule si vous étiez en phase d'amorçage ou si vous étiez déjà parti. Non, c'est. Alors c'est le début, en fait, c'est ce qui va me permettre de lancer la production des vêtements. D'accord. Ouais. Je suis au tout début. Après, j'ai une question sur l'eau. Oui. Il est noté sur Ulule qu'il y a une économie d'eau qui est assez énorme. Oui.
ces fibres, vous êtes bien obligé de les laver de toute façon. En fait, elles sont broyées, c'est un système, je ne connais pas le système par cœur honnêtement, hein, mais c'est un système technique des fibres, les bouteilles en plastique qui sont broyées, elles sont déchiquetées, et après c'est un mécanisme, il y a moins de 15 litres d'eau qui sont utilisés, donc c'est rien par rapport, en effet, sur Ulule, j'ai une infographie, c'est 5000 litres d'eau qui sont économisés par vêtement en fait, par sweat, donc j'ai 2 vêtements, j'ai un sweat et un jean, et vu que c'est des fibres recyclées, c'est ça qui est, c'est ce litre d'eau qui est économisé, ouais. Donc il y a une phase de stérilisation Sûrement. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. On m'avait dit que c'était bienveillant. Il n'y a pas de souci. C'est un papa qui vous pose la question. Très bien. Une maman Oui, tout à fait. Non, mais après, tout est Ecotex. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de produits chimiques dans le processus de fabrication du tissu de toute façon. Hein. D'accord. Ouais. Et alors, ah ouais, j'ai pas fait reposer la question. Sur Ulule, on est à 18 jours de la fin de la campagne de financement participatif. En fait, ça dure... oui, il faut que je fasse répéter la question. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous me demandez de 18 jours de quoi, en fait, à quoi ça correspond. Eh bien, la campagne, elle se termine. Et après, on regarde le montant, enfin, le total de commandes que j'ai eu ou pas sur la plateforme. Et en fait, vous aurez besoin de fonds ou pas? Ben, moi, j'ai besoin d'avoir... Les fonds, ils sont compris dans les préventes, en fait. C'est ce qui va me permettre, moi, de lancer, d'acheter les matières premières pour lancer la production. Et aujourd'hui, vous en êtes où de la campagne? Je suis à 25%. C'est aussi pour ça que je venais ce soir. Voilà. Votre projet, c'est de vendre au plan national? Oui. Et après, j'en ai discuté avec des amis là, qui me disaient que au niveau des tarifs de vente, l'initiative est super intéressante. Après, quand on arrive au tarif, petit consommateur peut-être c'est onéreux, je crois, comparativement à d'autres produits. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que moi je connais des gens qui étaient prêts à venir un peu vers vous, qui ont dit, c'est vrai que le rapport, la qualité est là, bien évidemment. Après, le prix peut dissuader. J'en parle en plus aisément que avec des collègues, on avait lancé une initiative sur les vêtements pour enfants. Alors, tu parles dans le calme, mais c'est vrai qu'on se heurte vite à la barrière tarifaire. Ça ne veut pas dire que vous entraînez des gens dans une militance, etc. C'est des sujets auxquels on est obligé de penser, c'est-à-dire que quand on développe un marketing, il faut que le produit soit entrepreneur. Or là, j'ai l'impression que la politique tarifaire, les intelligents, il y a bien peut-être dans les démarches, et qui ont cette démarche d'application en disant on peut faire un produit plus cher, parce que j'intègre les marchés. Du coup, c'est peut-être un peu étroit. Donc, monsieur me disait que le tarif pouvait peut-être être un frein. C'est juste, moi, mon avis, hein, c'est qu'on a été habitué à la fast fashion avec des prix dérisoires. La réalité, c'est que quand on fait travailler, moi, c'est du Made in France. Tous mes fournisseurs sont faits en France, les matières premières sont françaises et mes sous-traitants sont français. Donc, on est sur un salaire français. En effet, c'est plus cher qu'un enfant chinois. Donc, je pense que c'est juste des habitudes, en effet, qui doivent changer de toute façon, qui prennent du temps, ça, j'en suis consciente. Le prix, il a été calculé, je vais vous dire, hein, j'ai 13,50 € de fabrication hein, déjà sur chaque vêtement. Hein. Donc quand c'est sûr, vous allez à Kiabi avec 2 € un t-shirt, on n'est pas du tout pareil, mais on n'est pas non plus sur la même qualité de produit fini. Mais je suis consciente que ça peut être un frein à l'achat. J'ai essayé de faire au mieux, voilà. Il faut avoir une cible de marketing qui fasse que les bons clients, parce que bon, l'achat c'est une réalité qui s'impose aux gens, c'est-à-dire que le bon marché, voilà, donc du coup c'est vrai que c'est un peu une intuition qu'on a eue. Moi je ne sais pas, enfin je trouve ça, c'est possible si une erreur, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut vraiment lancer un business qui peut-être un peu produire ses marges. Il y a marge. Oh ben j'ai pas des marges à 3 fois, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Hein, Comparativement, votre produit est plus cher. Et compte tenu de l'initiative, c'est sûr qu'il ne faut pas se heurter au mur de la même commercialisation des cartes. Parce que dans le schéma du politique, si le projet d'école, c'est super. Hein. Je pense que le truc il est absolument génial. En plus, en termes de com, j'avais fait un local, ça parle, c'est éloquent. Je trouve que la démarche elle est extrêmement intéressante. Excusez-moi, mais du coup, il y a sweat et jean, ça fait combien? Parce que moi, je n'ai pas été Ulule, j'ai pas. Alors sur Ulule, en plus, dans le prix, il y a l'emballage qui est compris, que j'ai mis dans le prix d'achat.
Donc l'emballage et les frais de port sont offerts, mais l'emballage est compris parce que c'est un emballage éco-responsable que j'ai choisi. C'est un colis boomerang qu'une fois que vous avez vidé, vous renvoyez. C'est aussi fait par un atelier d'insertion en Haute-Loire, donc on reste local, tout va bien. Donc le prix, en ce moment sur Ulule, il est à 43 €. Le sweat est 43 €. Le jean, en comprenant du coup voilà, l'emballage. Voilà. 43 € un jean, excusez-moi, mais ça va quoi. C'est pas discutable, mais le jean pour les gamins. Surtout si tu réutilises sur une fratrie, c'est ça. le truc dure plus longtemps. S'il y a une durabilité, Oui. Après, c'est un état d'esprit aussi. Donc, Oui, voilà. et c'est pas que local, ça va être national. Oui, c'est clair. Oui, oui, oui. 10 000 € quand tu Et même si c'est national, tu es sur une micro-niche, donc c'est vrai qu'il faut avoir la communication qui va vraiment parler à cette niche bien précise. C'est pas aberrant. Bah non, pardon. Sur cette partie communication, et donc Petit Grillou, c'est un nom qui nous parle à tous ici. Donc, il y a un univers qui est clairement marqué. Comment tu comptes l'exploiter? Tu souhaites jouer sur cette identité locale ou pas forcément? Moi, je voulais un marqueur local dans le nom parce que toute ma sous-traitance est locale et que le projet est né ici et qu'il a mûri ici et voilà. Donc je voulais une référence au local qui reste subtile entre guillemets pour que ça soit quand même compréhensible par les non-locaux. Donc je pense que ça marche à peu près. Après ma cible elle est pas majoritairement Cantal, ça c'est sûr. Comment je l'utilise? Petit Grillou, ça passe partout. Après je l'ai expliqué le nom sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Tu envisages aussi des déclinaisons par rapport à ça sur les produits justement ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport au Grillou et à des déclinaisons qui pourraient avoir une résonance localement et en Auvergne et t'identifier comme une marque auvergnate et te vendre de cette façon aussi? Pas forcément, non. Oui, pardon. Il me demandait si je comptais utiliser Petit Grillou pour le décliner dans le Cantal, c'est ça, en développement en Auvergne? Oui, enfin, utiliser cette identité auvergnate pour t'étendre ailleurs. Oui et non, parce que ce que je disais dans le podcast avec Morgane, c'est que je pense que le Cantal aujourd'hui, c'est une très belle région, hein, mais je pense qu'on a aussi encore une image un peu rurale par certaines personnes, et du coup je suis pas sûre que ça soit toujours très positif. Par contre, il y a des cibles où ça peut très bien marcher, hein, les Parisiens par exemple, les Parisiens du Cantal. Mais la cible est très urbaine finalement, c'est oui. plus le Made in France qui va fonctionner sur cette cible. Et le Made in Auvergne aussi, puisque c'est quand même assez fort, l'Auvergne commence à prendre, comme le disait tout à l'heure FX, prendre de l'ampleur aussi nationalement. Donc à mon avis, il faut miser aussi quand même sur le rural et sur le local et sur la région Auvergne qui va prendre de la puissance. Oui. Pardon. Pardon, allez-y. Vous n'avez pas amené de prototypes? Si, je les ai amenés. Je vous les ferai passer. Vous voulez que je vous les montre tout de suite? Je ne sais pas. Comment on fait? Monsieur me demandait si j'avais des prototypes. Du coup. T'as pas amené un marqueur? Non, on va éviter ce soir. Donc, du coup. Le prototype de mon sweat. Voilà. Donc, qui a été pincé pour bébé avec 2 boutons pression là à côté de la tête pour faire passer la tête. Brodé Petit Grillou parce que je trouve que c'est plus qualitatif. Les bords-côtes. Dedans, c'est tout molletonné, c'est tout doux, on adore. Et puis voilà pour le sweat. Et pour le jean. Voilà. Donc il a une ceinture à la taille qu'on a arrêtée un petit peu avant. Donc ça ne sert pas et c'est bien pour bébé. La poche brodée. Et le détail qui est top, c'est que j'ai mis un ruban tricolore dans l'ourlet du jean. C'est de l'esthétique, mais personne d'autre ne le fait. Donc je suis plutôt fière de vous le montrer du coup. Voilà. Et l'intérieur aussi est trop beau du jean. Je sais pas. Oui. Est-ce que finalement des bodies, des choses comme ça peut Oui. être moins onéreux à fabriquer? Eh ben, j'ai un partenariat avec le lycée des métiers de la mode de Rion. Donc on travaille sur un autre vêtement pour printemps-été 2022. Et après, j'ai sourcé une nouvelle matière là, pour le body justement que je voulais mais que je ne trouvais pas parce que le body, il faut du jersey 100% coton. Hein. C'est quand même mieux qu'avec un mélange polyester. Et du coton recyclé, je ne trouvais pas. Donc j'ai trouvé là il y a 15 jours. Donc je vais m'y mettre parce que je voulais absolument faire un body. Ouais. Ouais, ou des petits t-shirts, juste comme ça, qui sera peut-être. Oui. Ouais.
Oui, ouais. Parce que c'est sûr que la démarche de conception est vraiment un peu élaborée. D'ailleurs, je suis très surpris parce que quand j'avais vu vos restitutions sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que le process était aussi pensé. Donc, je trouve vraiment chouette. Et du coup, je pense qu'il y a plusieurs clôtures de la perte en ligne parce que vraiment, votre histoire, la telle que vous la racontez, avec tous les choix que vous avez fait, vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en avant. Je ne sais pas comment, mais je trouve que c'est l'élément marketing très fort. Et une initiative comme vous qui est tellement pensée, je me dis qu'il faudrait 2-3 gros boosters en termes de commercialisation pour vous aider à démarrer, que ça ne repose pas que sur vous pour donner vraiment le petit coup de pouce qui décolle bien. Et c'est peut-être. Alors, du coup, j'aurais presque envie de vous dire qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui ont pu marcher sur campagne. Moi, je pense à Héloïse Fontaine, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Moi, je pense que ça serait bien de vous rapprocher de gens comme ça qui puissent vous donner, parce que alors, question marketing, marché et tout, elle est vraiment au top du top. Et je pense qu'il ne faudrait pas négliger cette partie. C'est pas parce que le projet est bien que le truc va décoller. Ah bah oui, c'est sûr. Je pense que là, peut-être sur cette partie booster en termes de marketing, il faut trouver 2-3 personnes qui puissent vous aider à lancer le machin, parce que la démarche est vraiment super chouette. Après, j'ai juste une question mais très indiscrète. Vous me répondez d'où venez-vous, parce que vous avez quand même dans l'élaboration, quand on vous voit sur les réseaux sociaux, on dit tiens, c'est une maman qui a eu une idée, mais là, c'est plus que ça, quoi. Donc, je suis vraiment sur. Donc je viens d'où, c'est ça votre question? Oui, de quelle formation vous avez de base? Ah là, rien du tout, rien à voir. Ah ouais. Déjà, moi je suis encore salariée à temps partiel, il faut le savoir. Moi j'ai fait psycho, donc rien à voir. Je travaille dans le social, donc rien à voir. Voilà. Franchement, c'est spectaculaire. C'est gentil. Du coup, j'ai pris un peu beaucoup de temps, je crois. Non. J'aurais sifflé. Alors, pour qu'il n'y ait pas de mépris sur la bienveillance, justement, et en complément, sur Ulule, on voit très bien votre recherche éco-responsable. Ça, c'est super bien fait. Et je pense que dans le marketing, vous pouvez vous servir de cette base. C'est vous qui l'avez faite, cette base, sur Ulule ou bien... Ah oui, ouais. D'accord. Ouais. Ok. C'est pour ça que je me demandais si vous étiez en phase d'amorçage, parce que c'est effectivement très évolué. Ben, je me suis dit que, je me suis lancée parce que c'était le moment pour moi. J'avais fini mes protos, j'avais à peu près tout calé, tout ce qu'il fallait, donc c'était le moment, quoi. Oui. Est-ce que c'est vous qui dessinez en vêtements? Alors, je regarde des patrons qui sont déjà existants et je les modifie après pour moi ce que je veux précisément. Le jean, le sweat, c'est pareil. Ouais. Non. Bon, merci Emeline. Merci beaucoup Emeline. Vous pourrez toujours discuter avec elle après pour approfondir le sujet. Voilà, merci beaucoup. Et on va passer donc au pitcher suivant et on va parler de 8 mars, donc de Justine et Florian. Alors, je ne sais pas où ils sont parce que je les ai pas vus. Ils sont là-bas, voilà, ils vont arriver. Et donc, ils vont vous parler d'une application digitale pour la gestion et l'analyse de la communication web des entreprises qui sont en train de développer. Ah, pas du tout. Je me suis trompé. Mais vous allez repréciser les choses. Voilà, et donc... alors, je peux laisser mon micro s'il faut. Parce que sinon, si ça touche les cheveux, ça fait Sinon, il y en a deux, il n'y a pas de souci. Oui, sinon tu me le coins. Tiens, je te laisse le coincer là. Excusez-nous. Quand il y a des questions, reprenez bien la question. Ok, pas de soucis. Ok, merci. Bonsoir. Bon, du coup, ce soir, c'est un petit peu un test pour Justine parce que d'habitude, elle s'esquive tout le temps et elle me laisse toujours parler. et du coup, je vais la laisser parler en premier. Donc, on risque de tricher un petit peu sur le chrono. Ok. Donc, je m'appelle Justine Gary, j'ai 25 ans. J'ai fait une formation de web designer. Donc, j'ai travaillé 2 ans dans une assez grosse agence web du sud de la France qui avait 300 salariés, un truc comme ça. Donc en 2 ans, j'ai fait à peu près 240-245 sites internet. Voilà, donc je pense que ça va. Et en fait, au bout d'un moment, la façon de travailler, ça ne me convenait plus du tout. On était sur de l'industrialisation en fait, du site internet. Et il n'y avait plus du tout le client qui était au cœur du processus de création.
Et moi, c'était pas mon idée, donc je vais faire une parenthèse. J'ai fait un petit burn-out à 21 ans, et j'ai décidé j'ai rencontré Florian et on a décidé de monter ensemble une agence web, 8 mars du coup. C'est notre petit bébé qui a maintenant 2 ans. C'est à moi? D'accord. Du coup, voilà, moi je suis Florian. Alors moi je suis cantalou d'origine. Et il se trouve que j'ai été embauché je me suis fait débaucher par une entreprise à Marseille, l'entreprise où madame travaillait déjà, pour m'occuper de la cybersécurité. On va dire que c'était pas anodin, je leur ai fait remonter quelques failles et du coup ils avaient un poste vacant et c'est moi qui ai pris le poste. Du coup là-bas je me suis occupé un petit peu ça va pas du tout vous parler, mais du DevOps et de la cybersécurité. Et puis petit à petit avec Justine on s'est rapprochés et puis voilà. Elle m'a fait découvrir la région et puis au final moi j'ai fait découvrir ce que je voulais faire de ma vie. Et elle a trouvé le projet super bien, elle a apporté sa petite patte parce qu'elle a changé plein de choses. Et voilà, nous voilà avec 8 mars. Alors spoiler alerte, 8 mars, c'est pas parce qu'on habite à Morse, c'était pour Marseille. Hein. En fait, nous, on vous a un petit peu spoilé, on a une application, mais en fait, on a 2 produits qui sont 2 produits SaaS. On a un produit qui est un petit peu plus low cost. Merci la moto. Un produit un petit peu plus low cost qui permet de faire des sites plus ou moins rapidement, mais tout en proposant des designs premium, ce que pouvait proposer notre agence avant, tout en ayant un suivi du client, c'est-à-dire qu'on peut suivre les KPI du client en termes de SEO, d'utilisation, etc., que ce soit sur les 2 produits. Et donc, je sais plus où j'en étais, il n'y a pas de souci. Donc, on peut suivre les KPI de nos clients, ce qui nous permet un petit peu d'identifier les clients qui sont en train de se viander dans leur référencement ou dans ce qu'ils font de leur site internet. Et de les aider à remonter, bien sûr, on les laisse pas, on les laisse pas. Non, mais je pense que tout le monde avait compris. Non, le but, voilà, c'est de proposer un beau site, mais un beau site qu'on voit. On a une plateforme de formation qu'on a lancée fin de l'été, qui est pour l'instant ouverte qu'à nos clients. On offre à nos clients des formations. Alors pour l'instant, elles sont écrites, elles sont en train d'être enregistrées en vidéo. Et puis voilà, après on a chacun nos petits deals perso. Moi je fais de la photo vidéo, Jules fait aussi du graphisme et de la couture. Je sais plus où est la dame de petit grillou, mais juste là. Coucou, je t'ai pas vu de loin. Et voilà, donc nous on est venu un petit peu là pour entraîner Jules à pitcher. Et alors on va faire, oui, bon, ça c'est secondaire. On a un petit côté un petit peu hippie aussi, dans le sens où en fait on essaye de calculer un petit peu ce qu'émet un site en carbone, et on essaye de planter pour au moins 5 ans. C'est-à-dire que tant que les clients sont chez nous, on va essayer de replanter des arbres. On travaille avec Trination, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas. Et on reverse aussi 1% de toutes nos prestats à des associations. Alors il y a Emma qui doit être quelque part par là, qui non, Emma a disparu. Parfait. Et donc voilà, le but c'est un petit peu de reverser à des associations environnementales, lutte pour la cause animale. Alors on travaille un petit peu avec des amis parisiens qui sont en train de monter un projet sur la réintroduction du lynx, oui, et les microplastiques dans les océans. Voilà, rien de plus à dire. Je vais poser la question que je pose à tout le monde dans mon podcast. Justine, pourquoi l'Auvergne? Pourquoi l'Auvergne? C'était avec un couteau sous la gorge. Non, pourquoi l'Auvergne? C'était pour plus de calme, parce que sud de la France, moi j'ai vécu à Nîmes et à Marseille. Donc Marseille, j'étais très amoureuse de la ville, et en fait j'entendais Florian me parler des espaces verts et de la tranquillité du Cantal, et je me suis dit bon, pourquoi pas, on pourrait voir ce que ça donne. Et c'est vrai que pour travailler, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi dit qu'il n'y avait pas de neige, hein, mais bon. Bah, ça va, vous n'avez pas beaucoup de neige. Ouais, premier hiver il a neigé, mais bon.
Voilà. En fait, j'avoue que je n'ai pas totalement compris en fait, quel est le service rendu par votre application. Ce que j'ai compris, c'est que c'est une sorte de website builder. Non, pas du tout. Voilà. on a déjà eu la discussion avec Fabien vite fait. Et alors, du coup, en fait, nous, on ne veut pas faire du tout de builder, on vous le laisse. Nous, le but, c'est-à-dire qu'on a un client qui vient, il n'a pas le temps de s'occuper du design de son site, c'est pas son boulot. Il demande à Jules lui propose des designs, Jules les intègre. Et en fait, nous, on a juste un outil qui nous permet de déployer super rapidement des sites et de suivre en fait l'évolution des clients, que ce soit en termes de visites, etc., sans passer par une Google Analytics, etc. En fait, c'est une facilité de production. Au final, on produit des sites, mais avec un outil qui est à nous. C'est-à-dire qu'on a des microservices, optimisation d'images à la volée, etc. Tout ce qui normalement n'est pas dans un site qu'une agence classique refourgue, on va dire. Le but, en fait, c'est vraiment de leur filer un package et qu'eux se concentrent de parler de leur métier, en fait. On va prendre l'exemple d'un de nos clients de Toulouse. Nous, on ne va pas parler de ses enseignes à sa place parce que nous, on n'est pas enseigniste. On ne connaît pas tous les matériaux, on ne connaît pas toutes les techniques, on ne connaît pas quels ont été ses plus beaux projets. On lui laisse la parole et on lui a juste donné les clés en fait, pour parler et à l'internaute et au moteur de recherche. Et dans l'outil, il y a aussi des petits outils qui permettent notamment de dire au client, par exemple, j'aimerais m'optimiser sur telle requête, un petit peu en mode SEMrush, si ça vous parle, et qui permet de faire une analyse des 10 premiers sur la SERP et de savoir si lui déjà est classé et ensuite est-ce qu'il utilise les mêmes mots-clés que ses concurrents, quelle est la densité de mots-clés de ses concurrents, combien de nombre de mots il y a sur les pages, etc. Voilà les liens entrants, liens sortants. J'essaye d'éviter les mots anglais ou compliqués. Et du coup, ça marche que avec vos sites web ou est-ce qu'on peut récupérer un site web fait par quelqu'un d'autre et développer une analyse de la communication? Dans notre package, il y a une totale refonte du site internet avec un web design sur mesure, construit avec le client et pour le client. Enfin, le but, c'est pas d'avoir des thèmes qui se ressemblent et que tous nos clients aient le même site internet avec 2 couleurs qui changent. Non, l'objectif, c'est d'avoir un site internet qui est vraiment sur mesure pour le client parce que c'est la différence qui fait tout, en fait. Ouais, enfin, petit truc marrant, on avait un client, la refonte du visuel du site, en fait, a fait augmenter le taux de transfo. Voilà, petit truc idiot, mais... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'innovation, elle vient plus de l'application, de la plateforme que vous mettez en place pour le référencement? Non, pas du tout. À la base, en fait, l'innovation, elle venait de l'application. Sauf qu'actuellement, avec le Covid, ça ne nous a pas trop aidé. On a perdu 1 an et en fait, on est un petit peu obligé de travailler. Parce que on avait mis un petit peu d'argent de côté et on a tout brûlé pour l'instant. On n'a pas besoin d'argent, je vous rassure. Acheter des sites quand même. Mais en fait, le but, c'est on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin tout de suite de la part de nos clients qui venaient nous voir pour du conseil en SEO ou en SMO. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Donc du coup, pendant l'été, on a sorti un deuxième produit qui a été plus vite que le premier parce que en fait, le premier, c'est un ensemble de microservices. C'est un écosystème où il y a la gestion du site internet, il y a du mailing automation, il y a un micro CRM, il y a un site internet, il y a de la planification et publication sur les réseaux sociaux, il y a de l'analyse de hashtags et de mots-clés avec de la NLU. Ça ne va pas vous parler du tout. C'est du deep learning. En fait, le but, c'est d'aider les gens à optimiser et ça, c'est vraiment c'est le Saint Graal en fait de ce qu'on veut faire. C'est quelque chose qui est parti du constat de là où on a travaillé avant et on s'est dit ça serait vraiment le Saint Graal pour une agence et on a travaillé dessus pendant 1 an et demi jusqu'à Covid. Covid qui nous a obligés à déménager ici et puis après on a fait les démarches avec l'incubateur et Clémence et Fabien où alors je vais pas dire qu'on a perdu du temps mais on n'a pas travaillé sur l'application, ils nous ont plus fait réfléchir sur d'autres points, notamment parler aux gens parce que je pense qu'il y a 6 mois ça aurait été compliqué
Et voilà, du coup l'application c'est notre bébé, c'est notre innovation, mais pour l'instant elle est un petit peu en pause. Par contre, le deuxième produit qu'on a se sert des mêmes microservices, donc c'est-à-dire que une partie des services qui sont déjà offerts, qui seront offerts dans la grosse application, en fait sont déjà en test sur la première application, sur la deuxième application qui est le produit low cost. Et ça nous permet un petit peu de fluidifier la production parce que ça me permet de travailler sur une partie des services et après de les réintégrer sur l'autre application au fur et à mesure. Parce qu'on est d'accord, vous avez dû faire une étude de marché, notamment pour les PME, PMI. Avoir un site c'est bien, mais si on n'a pas un référencement qui est blindé, c'est problématique. On travaille dans une agence. Le référencement, ça coûte trop cher. Oui, on travaille. En fait, on travaille dans une agence de référencement en fait où leur mot-clé c'était de faire écrire le client. C'est-à-dire qu'actuellement, là où on travaillait avant, je pense que si vous faites n'importe quelle recherche sur les Bouches-du-Rhône, c'est que les sites de l'agence. Le but, en fait, c'est de proposer quelque chose dans cette idée-là, avec du siloing automatique, etc., à nos clients, pour qu'ils n'aient pas besoin de s'occuper du gros du SEO, mais qu'ils aient besoin de s'occuper que de leur texte. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'occuper que d'un texte avec de la densité de mots-clés et de dire, ben voilà, mon texte, mes mots-clés et mon champ lexical ont été disséminés correctement. Vous optimisez en fait le référencement naturel. Oui, on apprend au client à le faire. Voilà. On va juste arrêter pour là parce qu'on a des délais à respecter. Moi, j'ai juste une dernière question pour clôturer. Qu'est-ce que ça vous apporte d'intégrer l'incubateur Catapulte? Pourquoi Qu'est-ce que vous y trouvez comme avantage? Alors, on va dire sortir de notre grotte parce que ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'en fait on était la tête dans le guidon derrière nos écrans à coder ce gros morceau qui est notre grosse application innovante. Et en fait, en venant à Catapulte, on a découvert tout un autre monde en fait, de l'entrepreneuriat où il faut parler plus chiffres, idées, marketing et voilà. Donc ça aide à mettre un peu plus de perspective sur un produit et comment le rendre vraiment adapté à son marché. D'accord. Merci Justine et Florian. Merci. Et on aura l'occasion de discuter avec vous. Alors, ils nous ont mis des beaux tabliers jaunes. Merci. Voilà. Tu moques tes cheveux. Le panier. Merci. Alors, c'est Alexia qui vient accompagner. Alors, je n'ai pas pu, bien accompagné en tout cas, mais je n'ai pas eu le temps de savoir par qui, mais on va le découvrir. Donc, pour les locaux, vous devez connaître déjà le drive fermier du Cantal. Et donc, là, ils vont nous expliquer une partie du développement du drive fermier, qui est la vente en ligne de produits régionaux avec la livraison par Chronofresh. Voilà, donc hop, le petit micro. Très technique. Voilà, alors je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Patrice Amignot. Donc, je suis éleveur bovin du Cantal en bio. Donc, je suis associé avec, c'est une ferme familiale. Je suis associé avec mon père et ma sœur. Et donc voilà, depuis maintenant une vingtaine d'années, on fait de la vente directe. Et en 2013, en fait, sous l'impulsion de Bienvenue à la ferme, on a lancé avec un groupe de producteurs un site de vente en ligne pour développer encore la vente directe, rencontrer des nouveaux clients et en fait faciliter un peu le fait de travailler collectivement. Ça nous permet de regrouper un peu certaines tâches de livraison, de permanence aussi, voilà. Et d'avoir aussi un panier aujourd'hui. Donc on propose des paniers à nos clients et ça nous permet d'avoir plus de produits. Nous, sur l'exploitation, on est vraiment sur des produits carnés. Donc on fait de la viande de veau, de la viande de bœuf. Et on a un atelier volaille qui a correspondu, ça à peu près correspondu avec le lancement du Drive en 2013. Donc voilà, on est parti au départ d'un groupe de 9 producteurs. Donc il y avait un maraîcher, il y avait bien sûr des producteurs de fromage. Et on s'est lancé en association pour proposer des paniers directement aux consommateurs. C'est ça.
Donc bonsoir, Alexa Deltreil, je travaille à la Chambre d'agriculture du Cantal et du coup j'aide les producteurs à animer l'association parce que du coup le Drive Fermier c'est une association loi 1901 et donc Patrice est trésorier aussi, il a oublié de le dire, de l'association. Juste un petit mot rapide sur le Drive Fermier, donc je voulais revenir en arrière là-dessus. C'était juste pour parler de Bienvenue à la ferme parce que c'est ce qui a été dit et c'est vraiment très important. Donc c'est une marque en fait des chambres d'agriculture qui a deux grands aspects. Un aspect vraiment tourisme, donc chambre d'hôtes, gîtes, activités à la ferme, en lien toujours avec la ferme, hein, ça c'est vraiment important. Et aussi un aspect produits fermiers, parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a une réglementation qui existe sur les produits fermiers, mais uniquement sur quelques produits, c'est-à-dire la volaille, les œufs, le fromage. Et sur le reste des produits, il n'y a pas de réglementation claire sur ce qu'est un produit fermier. Et donc aujourd'hui, la marque Bienvenue à la ferme, c'est la seule garantie là-dessus, parce que du coup, c'est des cahiers des charges produits fermiers qui garantissent que du coup, voilà, comme Patrice, il y a bien production et transformation à la ferme, ou en tout cas un contrôle sur la production. Et puis toujours en lien avec de la qualité sur les produits et une certaine vision aussi agro-environnementale. Voilà. Et du coup, les drives, en fait, c'est un réseau national qui est lié à Bienvenue à la ferme. Donc, comme a dit Patrice, c'est très juste, voilà, c'était des producteurs fermiers qui commercialisaient déjà sur les marchés, qui se sont dit, bah, voilà, il faut qu'on s'ouvre à de nouveaux clients et des clients qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller sur les marchés, qui n'ont pas forcément le temps, qui ont envie de la praticité aussi, hein, parce que là, au moins, on commande en ligne, on récupère sa commande en voiture, ça va très vite. Et en même temps, voilà, qui avaient envie de consommer des produits fermiers. Donc c'est un réseau national, comme vous pouvez voir avec cette carte, c'est quand même 34 circuits courts, enfin 34 drives dans toute la France, 141 lieux de livraison. Donc ça, c'est vraiment une force nationale et c'est 100% fermier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est pas que l'artisanal, c'est pas bien, hein, mais c'est vraiment la ligne directrice, c'est de valoriser des produits fermiers du Cantal. Voilà. On a tout dit. Donc là, voilà, vous avez le site internet. Donc là, ça passe par Socléo, voilà, qui est un prestataire. Donc une grosse partie des drives de France passe sous ce prestataire-là. Et après, bien sûr, tout ce qui est mise en page, etc., on le partage au niveau national avec Bienvenue à la ferme. Mais aussi, on crée nos propres visuels. Donc vous pouvez en voir là, et on en fait aussi du digital. Donc, on va venir au plus intéressant, Chronofresh. Donc pourquoi Chronofresh? Pourquoi la livraison à domicile? On présente un peu plus le fonctionnement du drive que dans le Chronofresh. Parce que sur le... Bah, en plus c'est affiché à l'écran, donc concrètement les gens commandent sur internet et payent en ligne avant le mercredi soir, le mercredi minuit. Ça nous laisse, nous, le temps, producteurs, de préparer les produits le jeudi matin, enfin toute la journée. Et on regroupe à Aurillac le vendredi matin tous les produits. Et après, ils sont dispatchés, donc il y a un point de retrait à Aurillac, un à Murat, chez les producteurs, et un autre à Prunet. Donc voilà. Et sur le Chronofresh, donc l'historique, c'est un peu... On avait donc ce fonctionnement sur le Cantal. Et occasionnellement, c'est-à-dire 3-4 fois par an, on proposait dans des CE en région parisienne de monter les produits fermiers du Cantal, donc toujours avec le même outil de vente en ligne. Et voilà, on a fait ça jusqu'à mars 2020. Voilà, on ne pouvait plus trouver les gens dans les entreprises entre le télétravail. C'était beaucoup plus compliqué pour organiser les livraisons. Donc on a commencé à réfléchir à un système de vente en ligne et d'expédition directement chez les particuliers. Donc comment ça fonctionne? C'est sur le même principe, les gens achètent leurs produits et reçoivent leur panier, au lieu d'aller récupérer leur colis, ils le reçoivent chez eux le samedi matin. Donc c'est un partenariat en fait avec la Poste pour expédier le colis en frais, quoi. Et du coup, ça se base sur un accord national Bienvenue à la ferme et Chronopost qui ont du coup décidé d'aider les producteurs fermiers à exporter un peu leurs produits. Parce que du coup, la problématique un peu du Cantal, c'est qu'il n'y a quand même pas une énorme population. Les départements limitrophes, on a quand même des offres de produits qui sont assez analogues. C'est pas Clermont-Ferrand qui va on va dire, absorber les consommations du Cantal. On a des productions qui sont qui sont assez identiques. Et par contre, on a des demandes sur Paris, sur l'Alsace, etc., qui cherchent ce type de produit. Et du coup, avec cet accord Bienvenue à la ferme et Chronofresh, ça donnait une rentabilité. Parce qu'en fait, entre nous, les livraisons qui étaient faites par les producteurs ne comptaient pas le temps de travail des producteurs.
Voilà. Donc là, ça permettait de rentrer à une vraie rentabilité en comptant et de gagner du temps de travail. Et ce qui est important, je pense, à dire aussi sur l'avantage de cette technique de vente en ligne, c'est éviter le gaspillage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant par les producteurs parce que quand on va au marché, on prépare des produits, mais on ne sait pas ce qu'on va vendre. Par contre, quand on l'a, en fait, les gens ils commandent et donc on prépare sur commande. Donc on évite beaucoup de gaspillage et pour les producteurs, c'est un vrai plus. Et le paiement sécurisé, ça permet aussi d'éviter du temps de travail supplémentaire pour les producteurs et c'est sécurisé pour les clients. Donc ça, on passe par un accord avec le Crédit Agricole. Voilà. Ce qu'on veut dire. Voilà, après il y a quand même une grosse partie aussi, donc le conseil d'administration est sous son égide évidemment, je travaille pour eux pour faire de la communication digitale, ça fait quand même partie du gros du travail. Donc pour vous dire, Chronofresh c'est tout neuf, hein, on l'a lancé en juin. De manière assez discrète pour l'instant parce qu'on voulait tester avant pour essuyer les pots cassés discrètement s'il y avait des soucis. Parce que pour le site internet, pour vous expliquer, c'est vraiment le Drive fermier qui a été à l'impulsion de ce changement. Il a fallu faire des modifications sur le site pour pouvoir intégrer cette livraison. Donc il a vraiment fallu travailler tout ça en amont avec le prestataire. Et donc là, on va vraiment lancer dans la partie marketing pour essayer en fait de trouver des nouveaux clients en dehors du département pour la livraison à domicile. Donc il y a eu un gros travail, il y avait toujours eu un peu de communication digitale, mais il a été vraiment renforcé depuis l'année dernière à la demande des producteurs. Donc il y a une newsletter par semaine qui est faite, donc là, je peux vous montrer à quoi ça ressemblait, plus Facebook, 3 publications semaine, avec par exemple, on a un peu 3 types de publications, les zooms sur des producteurs, les trucs et astuces, anti-gaspi, recyclage, zéro déchet, etc. Les recettes fermières, voilà, et on essaie d'être vraiment créateur de contenu, et que les producteurs aussi soient créateurs de contenu. On fait aussi des vidéos YouTube, là on en avait fait une par exemple sur les vendanges. Pour essayer d'être le plus visible possible. Et depuis quelques mois, on a lancé Instagram. Donc si vous êtes n'hésitez pas à venir liker la page. Il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, mais voilà. Et pareil pour Facebook, n'hésitez pas à venir liker la page. Donc après aussi, on est plus sur de la communication classique, type flyer et guide. Mais on essaie vraiment de s'axer sur cette communication digitale qui est vraiment importante aujourd'hui, et notamment pour Chronofresh, pour donner de la visibilité en dehors du département. Voilà. Je crois qu'après, je sais pas, tu veux mettre un petit mot de conclusion? Bah non, si vous avez des questions. Après, il faut savoir qu'au niveau de la communication, ce qui est important, on a nos clients qui ont leurs habitudes et qui sont satisfaits du concept. Mais même nous, les premiers, on utilise l'outil pour faire nos courses et on a tendance à oublier de commander le mercredi. Enfin, en général, on va faire ses courses au moment quand on y pense. Et c'est vrai que le fait de communiquer, notamment sur Facebook ou autre, c'est un rappel ou un mail, on le voit passer. Voilà l'intérêt du boulot d'Alexia. Alexandre. Voilà, donc si vous avez des questions sur le... D'agriculteurs adhérents? Ouais. Il y a 38 producteurs adhérents aujourd'hui. Au niveau de l'association, voilà. Au niveau de l'association, voilà. Si la question c'était au niveau de Bienvenue à la ferme ou du Drive, voilà, l'association, au départ on était 9 et aujourd'hui 34. À savoir 38 même. Et le Covid avait vraiment boosté cet effet-là, parce que les marchés ont été fermés pendant quelques temps, donc certains producteurs qui se sont tournés vers nous, et puis il y a eu beaucoup plus de commandes en ligne avec les confinements. C'est vrai que ça a même ça a aidé des producteurs. Hein. Il y a Karine Boudet, par exemple, qui a fait un article dessus récemment. Elle a même dit, voilà, le Drive l'a quand même bien sauvé au moment du confinement, parce qu'on a eu la particularité dans notre département d'avoir tous les marchés fermés, ce qui n'était pas forcément le cas dans tous les départements de France. Et comme vous le savez, dans le Cantal, il y a un véritable attachement au marché. Hein, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de produits fermiers qui sont commercialisés par les marchés. Et donc il y a des producteurs qui ne pouvaient plus vendre. Donc le Drive a permis de commercialiser ces produits, et ça a permis aussi de sécuriser la livraison. On avait des personnes âgées qui nous appelaient en disant merci beaucoup d'être là, parce que vous nous permettez de continuer à consommer des produits locaux de qualité en toute sécurité, quoi. Parce que du coup, pas besoin d'ouvrir la voiture en leur mettant dans le coffre. On avait les gants, etc., les masques. Ça permettait vraiment, donc ça a été vraiment une réponse importante à ce moment-là, autant pour les producteurs que pour les consommateurs. Donc évidemment, le niveau de commande était très haut et les producteurs étaient tout à fait au courant qu'il n'y aurait pas ce même niveau de commande ensuite, puisque Patrice, tu vas sur les marchés, Daniel va sur les marchés, donc l'idée, ce n'était pas d'abandonner les marchés.
Mais ça a permis d'être une réponse à ce moment-là et on a des clients qui sont restés aujourd'hui. En tout cas, ça a donné une visibilité et puis je pense qu'on a tous vu, voilà, je pense que ça nous a tous fait réfléchir aussi à notre consommation. Et donc on a vraiment de la demande sur ce type de produit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question. Ce que j'arrive pas vraiment à voir, c'est quand on voit un peu l'architecture du système, finalement un nombre restreint, et on ne sait pas comment vous entendez développer votre activité, si il y a un potentiel de marché, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs et parce qu'on a l'impression qu'en même temps, bon, que le client n'est peut-être pas trop pour que l'équilibre du système puisse fonctionner. C'est ça que j'arrive pas à percevoir. Donc, ça serait quoi idéalement votre cible et si vous imaginez des lendemains qui chantent, ça serait quoi votre objectif en termes de communication? Ouais. À savoir que, bon, en pleine période Covid, on était. Les objectifs. Alors la question, les objectifs voilà, en termes de développement et de recherche de nouveaux clients, on est monté jusqu'à plus de 300 paniers par semaine en pleine crise Covid, en plein confinement, et on a un objectif avec Chronofresh de monter à 100-150 paniers hebdomadaires. À savoir que sur les exploitations, beaucoup d'autres circuits de commercialisation, mais il y a aussi une marge de développement et puis il y a encore beaucoup de producteurs qui frappent à la porte et qui seraient prêts à venir compléter en termes de marchandises. Après, moi j'ai une réflexion, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui essayent de se positionner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Des fois, pardon, je parle pas ça. Ouais, excusez-moi. Oui. Et des fois, enfin, à la limite, je me dis, est-ce que les réseaux sociaux, c'est suffisant en termes de démarche marketing aujourd'hui parce qu'une initiative comme la vôtre, là, il faut créer un élan de sympathie. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas un pro des réseaux sociaux, mais je me dis, il y aura un influenceur derrière, quelqu'un qui parle de vous. Moi, je sais que chez Bonal, par exemple, il y a comment ça s'appelle, l'animateur qui était venu, là, qui avait dit le meilleur fromage que j'ai jamais mangé de ma vie, c'était chez Bonal. Nous, tout de suite, il y a un impact. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, moi j'appellerais ça des relais de c'était de Chavannes qui avait été un jour se servir chez Bonal et il a fait une pub spontanément, quoi. Tout de suite, ça avait explosé, quoi. Et moi, tous les gens qui viennent ici chez moi, ils me disent je vais aller chez Bonal, quoi, parce qu'ils servent le truc, quoi. Et c'est peut-être au-delà des réseaux sociaux, des relais de notoriété avec qui vous êtes dans une croissance qui, c'est à partir dans des délires mais c'est vrai que moi je vois que les gens ils viennent dans le cantal, ils cherchent de l'authenticité. Bon, le démarche de la ferme c'est hyper intéressant. La ferme qui arrive directement à la maison, c'est top, quoi. Donc voilà, mais c'est ça, je dis, c'est dans cet équilibre du modèle en termes de développement qui aurait peut-être matière à. C'est pas un conseil un peu mais je me dis ça m'interroge, quoi. Voilà. Tu peux résumer. Donc mettez une remarque sur le marketing digital et pas se fixer uniquement sur celui-ci. C'est tout à fait vrai. Donc comme je vous disais, là on attaque vraiment le travail de communication sur ce sujet-là maintenant. Donc là il y a eu un conseil d'administration il y a quelques semaines en commençant à se donner des actions de marketing et notamment pour se fixer sur Noël. On y a pensé, moi j'y avais pensé justement à faire appel à un prescripteur. Après, il faut aussi regarder la capacité financière de l'association. Il ne faut pas oublier que c'est une association de loi 1901 qui fonctionne avec des commissions, c'est vraiment de la vente directe. Donc voilà, il n'y a pas aussi la même force de frappe que des entreprises privées parfois. Mais oui, c'est des bonnes idées. Et l'idée, en tout cas déjà aussi de passer par nos partenaires, parce qu'on est quand même, Bienvenue à la ferme, c'est des partenaires avec Gîtes de France, Clés Vacances, tous les partenaires locaux aussi, que ce soit le département qui soutient financièrement Bienvenue à la ferme, Chronopost, La Poste qui nous ont dit clairement qu'ils passeraient l'information auprès de leurs propres salariés. On a aussi le réseau des chambres d'agriculture. Donc on n'oublie pas effectivement de bien ratisser large au niveau des réseaux et pas s'axer uniquement sur le digital, parce que je suis assez d'accord, c'est en plus assez chronophage. Et donc il faut faire attention de bien voir l'efficacité du digital en fonction du temps qu'on y met et pas se laisser absorber, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Petite blague, disons, je tiens à la citer parce qu'elle était bien. Il vaut mieux faire du chronopost que du chronophage. Je tenais à la citer parce qu'elle était très bonne. On la mettra, je pense, en conclusion. Mais non, mais c'est très juste. Et je pense qu'il faut démultiplier les moyens de communication et de marketing. Après, je le dis aussi, c'est pas mon métier.
les producteurs non plus. Donc après, s'il y en a qui sont aussi intéressés pour donner des conseils, accompagner aussi cette association qui a un impact positif sur le territoire, on travaille dans les adhérents, il y a aussi un ESAT, voilà, qui a intégration par le travail avec des œufs. Donc voilà, s'il y a une volonté d'accompagner cette association dans ces nouveaux projets, évidemment, la porte est grande ouverte. Oui, donc Bienvenue à la ferme, c'est un label national, on est d'accord? Oui. Et vous vous mettez un peu sous cette bannière, donc un drive fermier 15, du coup je me demandais, est-ce qu'il y a un drive fermier 12, un drive fermier 19, etc. Comment ça marche en fait ça par rapport à... est-ce qu'il y a une sorte de concurrence ou pas une synergie entre les départements? C'était la carte que je vous montrais, en fait tout à fait, on est sous la même égide, on travaille en réseau. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence, hein, on essaye vraiment d'échanger. Pour vous donner un exemple concret, donc ça c'est les producteurs qui m'ont demandé de le continuer. On travaille avec un producteur de Gironde, qui est au drive fermier de Gironde, pour les huîtres à Noël. Donc l'idée c'est plutôt de travailler en synergie, d'échanger des produits, d'échanger nos compétences, d'échanger aussi sur la communication, on en revient aussi là-dessus, hein, de mutualiser des centrales digitales. Donc non, c'est vraiment une force de réseau. Après la question est quand même pertinente parce que bon, là on travaille localement jusqu'à aujourd'hui avec le drive, avec Chronofresh et les expéditions, on risque d'être sur les mêmes marchés sur certains produits. Donc à terme, voilà, on risque de trouver des sites similaires pour le. Mais bon, jusque-là, voilà, c'est vraiment au contraire une synergie entre les départements. Et, notamment, nous, quand on a développé le principe du drive, on a été visiter d'autres drives dans notre département, à Rodez, et on a eu des contacts avec Bordeaux. Enfin, c'est vraiment un échange constructif entre les différents départements, au sein du réseau, quoi. Et puis, il faut faire attention à la concurrence, on n'est pas sur les mêmes produits. Hein, on est sur des produits fermiers, donc il y a une vraie typicité, il y a un vrai lien au terroir. Donc les produits ne sont pas strictement comparables. Donc la concurrence, ce n'est pas des produits complètement interchangeables. Et puis là, on est quand même sur Chronofresh, il n'y a pas les fruits et les légumes, enfin, il n'y a pas de fruits, bon. Il n'y a pas les légumes, et on est vraiment sur les produits identitaires du Cantal, identitaires de nos fermes, c'est-à-dire la viande, notamment, bon, il y a du salaire, il y a la limousine, mais il y a le fromage, donc on est vraiment sur les produits identitaires du Cantal, donc ça ne peut venir que compléter aussi les gammes des autres drives au besoin, quoi. On n'est pas en concurrence, je pense. Ça me rappelle les co-paysans qui étaient venus pitcher ici et qui expliquaient que justement pour favoriser la constitution d'un panier, en fait l'idée c'était que ici dans le Cantal on ne produit pas tout, et finalement l'intérêt d'aller à l'éco-paysan c'est que non seulement on peut les produits qui sont ici, mais si on veut tel ou tel, si on veut de l'huile d'olive par exemple, c'est sûr qu'on ne fait pas ça dans le Cantal. Et du coup, tant qu'on y est, on peut rajouter ça dans son panier et qu'il y avait quelque chose de vertueux là-dedans. Oui. Alors après, c'est pas le même fonctionnement. Enfin là, c'est vraiment un magasin. Hein. Pas... Non, mais il n'y a pas de souci ensemble. C'est un magasin. On n'est pas tout à fait sur le même créneau de marché. Et là, on est vraiment sur les producteurs. Ils restent propriétaires de leurs produits de bout en bout. On est vraiment sur de la vente directe. Il n'y a pas d'achat-revente. C'est un système de commission. Donc nous, on est quand même principalement sur des produits locaux. Les producteurs me demandent plutôt au moment des événements où on fait des échanges de produits, Noël ou des périodes comme ça. Mais on est plutôt sur un fonctionnement de produits locaux, vraiment cantaliens. Avec les limites qui vont avec aussi. Hein, mais... On va arrêter là. Merci à vous deux. Merci. Et on va terminer par notre dernier pitcher. Donc, puisqu'on a commencé par la communication digitale, on va terminer par la communication digitale avec Morgane. Merci. Donc, bienvenue. Merci. Donc, elle va nous parler de... Je sais pas où... Regardez la veste. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà, Morgane, c'est à vous. Bonsoir à tous et toutes. Alors oui, comme vous l'avez dit, on a commencé par de la communication digitale, on finit par de la com digitale, mais pas sur le même créneau parce que finalement, Dalida fait des sites et moi pas du tout. Je réagis comme elle quand elle parle de réseaux sociaux, c'est parfait. On est bien complémentaires. Parce que moi, mon métier, c'est plutôt d'accompagner les entreprises
dans la gestion de tous les leviers que le web met à leur disposition, hormis la création de sites internet, pour communiquer en ligne. Donc ça passe par les réseaux sociaux, effectivement, et de la création de contenu de manière générale. On a dit tout à l'heure que c'était chronophage, ça tombe bien, parce qu'il y en a qui sont là pour le faire pour vous. Donc voilà, mon métier, en gros, c'est de parler à la place des entreprises sur leurs réseaux sociaux, de créer des contenus qui soient textuels ou visuels pour eux. Tout à l'heure aussi, on a parlé du sentiment d'appartenance et de fierté. Et c'est pour ça, c'est là-dessus que j'appuie aussi beaucoup, parce que moi aussi, je viens de l'informatique et j'étais en société de service. J'ai été dans le sud de la France aussi. C'est assez fun quand même, hein. Il y a beaucoup de points communs. Mais j'étais pas bien, quoi. J'avais besoin de rentrer à la maison. Quand j'étais dans le train et que je voyais Puy-Grioux, je me disais, c'est bon, j'arrive. Ça me manquait beaucoup trop, en fait, nos montagnes, la verdure, et puis j'ai un fort attachement à notre territoire, je pense qu'on l'a un peu tous, finalement. Et donc j'avais envie de rentrer, d'apporter ma compétence au service de mon territoire et de ces entreprises. Et donc j'ai décidé l'année dernière de m'installer de l'autre côté du tunnel. Je me suis expatriée, mais ça va, c'est pas très grave, je suis pas très loin, il n'y a que la montagne à passer. Et donc, pour mettre aussi encore plus en lumière l'Auvergne, j'ai décidé de créer un podcast. Donc, dans l'assistance, j'ai déjà quelques intervenants interviewés. Ça s'appelle « Ils vivent et travaillent en Auvergne ». Vous pouvez le chercher sur Spotify, même sur toutes les plateformes dès à présent. On est au 21e épisode, je crois. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant des Auvergnats, quels qu'ils soient, qu'ils soient entrepreneurs ou employés. Voilà, pendant une petite heure, on papote au sujet de leur parcours, leur quotidien, comment ça se passe la vie ici et qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien. Parce que j'ai deux visées dans ce podcast. C'est d'une part, comme je le disais, de mettre en avant l'Auvergne et les Auvergnats et de montrer au reste de la France ou de la francophonie qu'il se passe des trucs super ici, qu'on n'est pas qu'un territoire d'agriculture, même si ça a fait beaucoup partie de notre identité, et qu'on n'est pas non plus qu'un lieu de tourisme, mais qu'il y a plein d'autres cœurs de métier. Et je voulais aussi une autre visée, parce que moi il y a Olivier Roland qui dit qu'on n'a pas tous eu la chance de rater ses études. Et donc effectivement, moi j'ai eu le malheur de réussir les miennes. Et je me suis enfermée dans un tunnel d'ingénierie parce que mon prof de physique à Duclos à l'époque avait dit à ma mère que c'était l'élite de la France. qu'elle avait les étoiles dans les yeux, elle était trop contente. Ouais, elle m'a un peu poussée et donc je suis rentrée dans ce tunnel et donc le but c'était de réussir et d'arriver au bout. Donc je l'ai fait. Je me suis retrouvée, comme la plupart de mes camarades de classe, à signer un CDI à la fin de mon stage de fin d'études. C'était génial, tout le monde était content. Et 5 ans après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais en fait. Donc c'était aussi ça, l'idée du podcast, c'était de proposer des fiches métiers vivantes en fait pour les lycéens qui se rendent compte qu'ici déjà tout est possible. Quand je suis partie, moi je pensais que dans l'informatique je ne trouverais jamais d'emploi dans le Cantal. Grosse pensée limitante. Et donc de voir qu'ici tout est possible et qu'en même temps, voilà, il y a tel métier qui peut être super intéressant, mais une fiche métier au CIO, ça ne nous renseigne pas du tout. On ne se rend pas du tout compte quand on a 18 ans de ce que ça peut donner. Et sauf qu'on nous dit là, tout de suite, il faut que tu choisisses ton avenir, tu signes avec ton sang, c'est pour le reste de toute ta vie, quoi. Donc voilà, l'idée c'est aussi de montrer qu'il y a des reconversions possibles, que en fait c'est nous qui choisissons ce qu'on fait et ce qu'on fait de notre avenir et que rien n'est figé à vie, qu'on ne signe pas, c'est bon, on joue pas notre vie sur une mission post-bac, quoi. Voilà, j'espère avoir été assez rapide parce que je suis la dernière, alors je ne vais pas vous épuiser. Si vous avez des questions, je suis là, je réponds. Vous travaillez pour plusieurs entreprises du coup ? Oui, je suis en freelance. Et vous avez est-ce que vous travaillez sous forme de contrat d'exclusivité ? Par exemple, si vous travaillez avec un agriculteur, vous n'en choisissez qu'un, ou alors pas du tout et vous travaillez avec toutes les personnes qui veulent travailler avec vous ? Oui, pour le moment, je travaille plutôt avec toutes celles et ceux qui ont besoin, qui ont aussi une vision assez claire. Je crois que mon premier client, c'était un peu le client parfait parce qu'il savait exactement ce dont il avait besoin, il s'y connaissait aussi, donc c'était super simple. Mais j'aime aussi accompagner des gens qui, au contraire, n'ont pas du tout les mains dedans, ne savent pas... Enfin, j'aime bien leur expliquer aussi et les aider à avancer dans ces domaines-là. Mais pour le moment, non, je n'ai pas eu de demande d'exclusivité. Au contraire, j'aime bien avoir plusieurs projets, ça m'évite de m'ennuyer, m'enfermer ce que j'étais en tant qu'ingénieur. Et seulement Facebook, Instagram ? LinkedIn
aussi. J'aime beaucoup LinkedIn. Faut pas sous-estimer LinkedIn. Lancez-vous sur LinkedIn, c'est un réseau, c'est génial. Il y a plein de trucs de possibles sur LinkedIn, parce que c'est tenu par Microsoft, donc ils n'ont pas encore compris, comme Facebook, que la pub, ça permettait de bien se rémunérer. Donc du coup, on est encore, nous, maîtres de notre fil LinkedIn. Donc il ne faut surtout pas négliger. Avant que Microsoft se rende compte qu'en fait, il se passe des trucs chez les autres et que ça a l'air de bien rémunérer, il faut en profiter. Mais oui, globalement, c'est ça. C'est les demandes qui me sont faites. Facebook, Instagram et LinkedIn. Ouais. Mais on peut envisager YouTube. Je suis moi-même créatrice de contenu sur un autre sujet. J'ai l'habitude de dire que je mène une double vie, mais j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Twitch, donc je peux... Enfin, voilà. Après, ça va. Je dis pas que je gère tout, loin de là, parce que celui qui va venir vous voir en vous disant « j'ai la recette magique, c'est génial, demain ça va marcher », c'est faux, parce que demain l'algorithme il change et donc la recette magique elle tombe. Mais bon, l'idée c'est d'apprendre tout le temps en fait. Ça fait combien de temps là vous vous êtes monté du coup ? 1 an. En fait, j'avais commencé les démarches avant Covid, mais j'étais en mission pour une SS2I chez Michelin. Et le Covid a repoussé un peu l'échéance de ma mission. Et comme je voulais partir en ayant terminé correctement ma mission, partir en bon terme, parce que déjà j'aimais mon projet et mes collègues, donc je ne voulais pas les planter là. J'ai préféré décaler mon projet. Enfin, c'était pas quelques mois, c'était pas non plus très très grave. Donc ça fait 1 an. Alors, on me demande, du coup, il faut que je répète les questions, je n'ai pas fait jusque-là. On me demande si j'arrive à en vivre pleinement. Aujourd'hui, je pourrais en vivre pleinement, mais j'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Donc, je suis aidée par le premier business angel de France, c'est-à-dire l'État. D'autres questions? Oui, je voulais savoir, déjà je suis contente de te poser une question. Ça change. Et en fait, comment tu articules c'est 2 projets complètement différents pour toi, la production de contenu, réseaux sociaux et le podcast, où l'un est au service de l'autre? Le podcast me permet de faire énormément de rencontres et de rencontrer des gens que j'aurais pas touchés finalement, je pense, seulement grâce au bouche à oreille. Donc peut-être qu'à terme, le podcast m'amènera aussi des clients sur mon activité. Mais dans un premier temps, je voulais vraiment en fait créer quelque chose au service de mon territoire. Donc, je suis une grande bavarde. Donc, le podcast, c'était le format qui était tout trouvé. Et puis, je trouve que c'est une barrière en moins, parce que j'ai pensé à la vidéo aussi, mais c'est une barrière en moins pour mes intervenants. Je pense que si je t'avais demandé de venir en vidéo, peut-être que tu n'aurais pas voulu. Mais voilà, l'audio, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le format podcast. C'est un format que j'affectionne beaucoup parce que j'en écoute aussi énormément. Mais il n'y en avait pas sur l'Auvergne, c'était quand même sacrément dommage. Donc oui, pour le moment, c'était vraiment 2 axes très distincts. Mais peut-être qu'à terme, le podcast même m'aide à créer un réseau. Donc c'est sûr que, étant donné que j'étais partie, le réseau il était un peu... Même si je suis bénévole dans un club de rugby, donc niveau réseau, localement, ça aide. Mais ça ne fait pas tout non plus. J'espère qu'il n'y a pas d'arpajonné dans la salle. Merci Morgane. Avec plaisir. Voilà. Alors justement, je vais vous présenter quelqu'un qui peut-être pourra vous intéresser pour votre podcast. Ah. Je vais demander à Fabien de venir, de s'approcher ici. Et en fait, Fabien est un ancien pitcher des Up Euro et il va nous faire un petit peu un retour. Alors il a pitché en 2017. On va refaire un peu le point. Et puis on va voir comment son entreprise a évolué suite à son pitch et suite à son installation dans le Cantal, parce que d'abord c'est un ch'ti. Dans un premier temps. Un vrai ch'ti qui est arrivé dans le Cantal donc en 2017. Il est arrivé en novembre 2017 avec sa petite famille. Et en décembre 2017, il est venu pitcher son projet ici. Et depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions sur son entreprise dont il va nous parler. Donc il est installé à Marcollès, il fait de l'hydromel. Et donc voilà, Fabien, est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu es arrivé sur le Cantal et qu'est-ce que les Up Hero t'ont pu t'amener justement dans l'évolution de ton entreprise? Ouais, ok. Je voulais faire long, mais je vais faire vite parce que je pense que tout le monde a soif. Alors moi, je suis producteur. Non, malheureusement pas. Il faudra venir à la cam pour ça.
Donc voilà, comme Eric l'a dit, je suis ch'ti d'origine. Je suis tombé amoureux du Cantal dans le cadre de mon projet professionnel. Voilà, aujourd'hui au niveau pitcher, c'est vrai que je fais partie des vieux. Ça m'a apporté énormément de choses parce que je venais d'arriver avec ma petite famille. Maintenant c'est une plus grande famille vu que j'ai une petite qui est née à Aurillac du coup. On peut plus me chasser, voilà. C'est fini. Et du coup, ouais, effectivement, le fait d'arriver comme ça avec la petite famille et puis personne d'autre, hein, je connaissais personne, ça m'a permis de faire des rencontres. Certains que je rencontre encore d'ailleurs, certains qui sont devenus clients. Et ça a été une soirée vraiment bien parce que ça m'a permis de me rendre compte que dans le monde de l'entreprise, le réseau est essentiel. Qu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très bien, je pense que ce qui fait la force d'un territoire au niveau de ces entreprises, c'est la relation qu'on entretient entre tous les acteurs économiques, sociaux, peu importe, et puis les belles rencontres qui en surgissent parfois, et il y en a même beaucoup, je pense. Donc voilà, moi ça m'a apporté énormément de choses en termes de connaissances, de gens qui m'ont suivi, que je suis, et puis petit à petit, ils m'ont présenté d'autres personnes. Et du coup, aujourd'hui, moi je me sens, après 4 ans d'existence à Marcolais, je me sens pleinement satisfait de tout ça, de pouvoir me promener à Aurillac ou plus largement ailleurs dans le Cantal, parce que Cantal ça reste tout petit, hein, même à Murat ou Saint-Flour ou même en montant à Clermont, on fait ah tiens machin, je t'ai vu et tout, donc c'est sympa. Et les Epéros, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté vraiment ce tissu que j'avais besoin en venant et surtout en ne connaissant personne à la base. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ton entreprise? Parce que quand tu es arrivé en 2017, en novembre 2017, c'était le début de l'aventure. Et donc, comment a évolué ton entreprise sur la fabrication de l'hydromel, sur la relation commerciale de l'hydromel, voilà, donc... Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Que comme tout le monde, quand on commence, il faut batailler, mais l'idée c'était, en arrivant dans un territoire qui finalement connaissait peu le produit hydromel, il a fallu faire moult marchés, foires, aller se présenter, aller toquer à la porte des restaurants, dire bonjour, voilà, je suis producteur d'hydromel. Donc ça a été un démarrage en douceur, mais comme attendu, hein, comme je m'y attendais. Et puis progressivement, j'ai commencé, donc l'un des premiers qui m'a fait confiance, ça a été Renaud Darmanin, donc, qui est étoilé maintenant, qui m'a fait confiance avant d'avoir son étoile, qui aujourd'hui, je pense, est très satisfait de le proposer à sa table, d'autant plus que c'est un produit marcolésien qui fait juste à côté. Et puis donc Renaud, ça a été le premier étoilé. Aujourd'hui, je travaille avec 10 étoilés, donc ça va de 1 à 3 étoiles. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, j'ai du mal, sont au courant, voilà, c'est ce que je voulais dire. On vient de remporter à nouveau le Bocuse d'Or en France, Cocorico. Et quand j'ai vu l'image sur la page de Serge Vieira, j'ai vu Serge Vieira qui est Bocuse d'Or, Marcon qui est Bocuse d'Or. Et je me suis dit aujourd'hui, je travaille chez ces deux-là. Maintenant, je vais aller chercher David Tissot. Et donc, ça fait vraiment plaisir parce que c'est une reconnaissance qu'un nouveau produit arrive sur un territoire que le territoire ne connaît peu finalement, puis qu'on arrive aujourd'hui à proposer dans toute la France au niveau national en termes gastronomiques. Donc, c'est vraiment une belle évolution. C'est très gratifiant. C'est gratifiant aussi de se trouver à Marcolais dans un endroit où il y a quand même un peu de tourisme et de voir des gens qui viennent et dire ouais, le Cantal c'est beau et tout, et de pouvoir leur proposer aussi une histoire gastronomique donc qui est faite sur place. Donc en termes d'évolution, moi je suis très content. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec aussi beaucoup de professionnels, avec des restaurants, des cavistes, des épiceries fines, beaucoup de ventes en direct sur mon site internet, des déplacements aussi. Je serai à la nuit à Arverne à Paris, à laquelle j'essaie d'y aller régulièrement maintenant. Évolution de l'entreprise, donc il n'y a pas que le produit hydromel. Maintenant, depuis peu, je développe du vinaigre aussi, de miel. Donc voilà, ça sera, je ne vous dis pas tout, vous viendrez me voir pour la dégustation, tout ça, puis vous faire visiter les locaux, c'est toujours un grand plaisir. Depuis peu aussi, j'ai écrit un livre aussi, je vais vous le montrer rapidement. Donc le Covid m'a quand même bien embêté au niveau de la production parce que c'était compliqué en ayant beaucoup de restaurants fermés de vendre, donc ça m'a libéré du temps. Du coup j'ai écrit ce livre
Du coup, j'en parle un peu parce qu'on n'en parle jamais, mais je trouve ça important. C'est un juste retour des choses. À la fin, il n'y a personne qui le lit, mais j'ai quand même fait des remerciements. Et dedans, justement, je tenais à remercier chaleureusement la région Auvergne avec voilà, le Cantal, Marcollès, tout ça. C'est toutes ces structures et toutes ces personnes sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, sans qui je ne serais pas là, voilà, je serais pas là aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc, alors j'ai peut-être oublié le Perrault, mais on va dire que ça fait partie de l'Auvergne, Marc-Auvergne. Voilà. Donc ce petit livre qui est sorti et qui fait qu'aujourd'hui je deviens formateur aussi, parce que l'hydromel c'est un produit de niche, et ce livre m'a fait, comment dire... Oui. À combien d'exemplaires il a été vendu là, depuis qu'il est sorti? C'est sorti en décembre 2020, et aujourd'hui il y a à peu près 400 exemplaires qui ont été vendus. Donc, à travers localement ou à travers la France ou à l'étranger? À travers le monde. À travers le monde. À travers le monde. J'ai des livres qui sont partis en Polynésie, à Papeete, dans les Maquis. J'ai des livres qui sont partis au Canada. J'ai des livres qui sont partis au Bénin aussi. Donc, ouais, vraiment un petit peu partout. C'est un marché à lire en l'hydromel, on connaît peu en France finalement, mais dans le monde, c'est un marché qui est assez ouvert, qui commence à s'ouvrir aussi beaucoup. Et du coup, en France, il y a pas mal d'amateurs ou de personnes qui sont un peu déjà dans le milieu de la fermentation, qui s'y mettent et qui voudraient se former. Et le fait d'avoir écrit ce livre aujourd'hui, voilà, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je pouvais faire des formations. Donc dès le début de l'année prochaine, je vais proposer ces formations. Donc je me déplacerai un peu à travers la France où j'accueillerai des gens ici, sur place. D'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu un Tahitien qui est venu se former pendant une journée. Et qui a pu découvrir aussi le Cantal. Et donc c'est toujours sympathique un peu de voir ce genre de relation qu'on peut entretenir et qu'on ne pensait pas. Donc ouais. Voilà. Alors oui, comme disait Fabien, donc il est présent sur les tables étoilées et pas des moindres, puisque effectivement il a cité Vira, il a cité Marcon, il a pas cité Bras aussi. Brasse aussi. Brasse, il n'a pas cité Moro Colagreco à Menton. Meilleur restaurant du monde. Meilleur restaurant du monde en 2019 et meilleur chef du monde en 2019. Européen, voilà. Et donc et d'autres même à Marseille. Enfin, ça ne s'arrête pas qu'à l'Auvergne. Voilà, son produit maintenant est présenté sur des tables étoilées et c'est le réseau aussi qui a fait que dans le Cantal il a pu se développer et qui lui a permis de se développer. Voilà, et donc voilà. Puis même rencontrer d'autres professionnels, hein, pas forcément des clients, mais des professionnels qu'on rencontre régulièrement. Dans les premiers apéros, alors d'abord j'ai pitché, après je suis venu un peu comme vous m'asseoir et puis j'aimais bien écouter aussi les autres histoires. J'ai pu rencontrer donc Jean-Jacques Vermersch, son frère Alexandre. D'ailleurs voilà, quand on se voit c'est sympa, on se parle, alors c'est quoi tes projets, tu développes un nouveau produit, tout ça c'est toujours super agréable. Parce qu'ils sont ch'tis aussi. Ils sont ch'tis aussi, et alors, donc bon forcément voilà. Et ouais, au niveau professionnel c'est vraiment un plus, professionnel, puis socialement voilà, c'est avoir un réseau, ça nous permet d'exister, de se sentir vivant, de sentir qu'on fait quelque chose, et puis progressivement voilà, on tisse la toile. Et là, je crois savoir que même en termes de production, ça devient compliqué. Enfin, ça devient compliqué dans le sens où... Ça l'a été en partie à cause du Covid. Parce que j'ai un produit qui nécessite 1 an et demi de cycle de production. Donc l'année dernière, le confinement, le Covid a fait que la production s'est un peu arrêtée. Donc là, je suis un peu sur le fil, je suis un peu tendu au niveau des stocks. Donc c'est en train d'être relancé, on va dire. Cette année me permet de me relancer. Mais en dehors de ça, voilà, je développe tous ces nouveaux projets donc de produits dérivés. Donc je vous parlais du vinaigre, un vinaigre de miel biologique traditionnel, dont un qui sera, j'espère, je touche du bois, du singe, qui sera peut-être un jour réputé comme étant le vinaigre de Marcollès, qui sera un vinaigre de miel bien spécifique, j'en parle pas trop. Et c'est un vinaigre qui intéresse déjà Marcon, par exemple, qui m'a sollicité il y a peu de temps pour faire une recette avec l'écrevisse, avec ce type de vinaigre. Donc c'est un vinaigre de miel, je le dis pas. On ne donne pas la recette, comme les chefs. Donc voilà, enfin en tout cas moi j'invite tout le monde à venir, si vous voulez venir un jour visiter, la visite est gratuite, la dégustation est gratuite bien sûr. Je vous accueille avec plaisir pour vous montrer ce que je fais, si vous êtes curieux et soyez-le. C'est toujours sympa de voir tout ça. Et puis moi je suis toujours heureux de voir des nouvelles têtes ou des anciennes têtes. Donc, super. Voilà, merci beaucoup Fabien. Voilà.
Ça permet de voir que on peut réussir à entreprendre dans le Cantal, mine de rien. Tout à fait. Et qu'il y a de la réussite derrière, comme cet exemple que tu viens de nous donner. Et voilà, il y a des entrepreneurs donc, qui entreprennent, mais qui innovent. On a eu avec le drive fermier, qui nous a parlé un petit peu de l'évolution du drive fermier. Voilà, c'est le but des apéros, de faire briller tous ces entrepreneurs voilà, qui s'investissent, qui entreprennent et qui innovent. Pas forcément d'être une grosse entreprise, mais aussi des petits entrepreneurs qui font bouger le Cantal. Et c'est voilà, nous on est toujours très contents de pouvoir faire découvrir à tout le monde et mettre en avant tous ces porteurs de projets. Voilà. Donc on vous remercie d'être venus. Merci. Je finirai beaucoup. juste sur le fait de dire, parce que j'insiste, c'est vraiment important de se rencontrer, de se connaître. Pour les petits comme pour les grands. Vraiment, moi, c'est les apéros, c'est ce qui m'a permis de découvrir ça étant jeune entrepreneur. Et ça fait toujours plaisir de voir 4 ans après qu'il y a toujours plein de monde, même plus que ça. Donc voilà, je voulais terminer. Il y a toujours des liens voilà, qui peuvent se faire. Voilà. Et des aventures humaines qui se créent au gré des conversations. Donc voilà, je voulais juste insister là-dessus. Super, merci beaucoup. Vous pouvez continuer donc à échanger avec les pitchers ce soir. Nous, on se retrouve maintenant pour le prochain apéro qui aura lieu le 9 décembre. Voilà, donc on vous tiendra informé par les réseaux sociaux, par les mails, voilà, donc vous inquiétez pas. Mais vous n'hésitez pas à continuer à converser avec nos pitchers. Et pour les porteurs de